je voudrais qu'on fasse peut-être pas une différence, mais qu'on essaie de comprendre ce qu'est la violence physique par rapport à la violence morale. Souvent, elle s'additionne, mais parfois, il n'y a pas de violence physique quand il y a de la violence morale. Votre premier compagnon vous a donc frappé pendant 8 ans. Aujourd'hui, actuellement, vous vivez avec un homme qui vous martyrise depuis une vingtaine d'années psychologiquement. Oui, ça c'est beaucoup... Vous êtes toujours avec lui aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce que c'est que la violence psychologique? La violence psychologique, c'est un rabaissement total de la personne, c'est-à-dire, c'est dur à dire, t'es une merde, t'es rien, t'es bonne à rien, et c'est vrai que les mots sont durs, sont violents, et c'est perpétuel, c'est tous les jours. Et c'est... Depuis 20 ans? Depuis 20 ans. Comment vous êtes passé de votre premier mari à la vie commune avec la vie commune avec ce compagnon qui dure depuis 20 ans maintenant? Ben, ça dure depuis 20 ans parce que... Comment vous êtes passé de l'un à l'autre déjà? De l'un à l'autre, ben, c'est lui qui a été que j'ai rencontré qui m'a aidé à partir. Il m'a aidé à partir avec en vous disant ça ne peut plus durer, voilà. Viens avec moi, tu seras protégé, etc. Voilà. Et il a commencé à devenir violent, enfin je veux dire verbalement, psychologiquement, au bout de combien de temps? 4-5 ans. Ouais. Vous avez l'impression d'être responsable parfois? Je parle de l'impression, je ne parle pas de la réalité. Oui, parce que si vous voulez, j'ai l'impression que c'est répété et que je l'ai, ben, comme je disais à la journaliste, c'est vrai que j'ai l'impression de les trouver. Vous allez dire de les chercher? Vous allez de dire les chercher, oui, enfin c'est de les trouver du moins. Comment on peut réussir comment on peut arriver à penser à une chose pareille? Parce que je pense que je suis rien du tout, je suis pas capable de trouver quelqu'un de bien. Donc automatiquement, je tombe sur des gens comme ça. Et pourquoi vous êtes venu à ces discutes, nous en parler? Je me suis dit, il faut en parler, parce que moi, je ne peux pas en parler à ma famille, hein, à personne. Pourquoi vous ne pouvez pas? Parce que personne ne... Non, non, c'est pas des choses qu'on dit dans ma famille. Faut pas qu'ils sachent. Quand vous entendez ces femmes qui sont parties, hein, je trouve qu'elles sont... Je me trouve nulle, je me trouve pas courageuse. Et non, mais c'est vrai. Puis alors le problème, maintenant, j'ai un fils de 17 ans et demi, et le problème, c'est que je n'ai pas de... Il n'y a pas de foyer pour accueillir... pour partir dans l'urgence avec un enfant de 17 ans et demi, on n'a pas de... Ben non, moi, c'est les mères qui ont des enfants en bas âge. Moi, je voulais intervenir sur la notion de courage. Je crois qu'il ne faut pas se dire qu'on n'est pas courageuse. Moi, je suis partie, je ne me sens pas courageuse. Je me sens courageuse peut-être maintenant pour essayer de me reconstruire, mais à un moment donné, de toute façon, on est acculé. Et à partir du moment où on est acculé, on n'a plus de choix. Le choix, il est là, et à ce moment-là, on peut se dire qu'on est courageux, mais quand on n'a plus le choix, on part, et voilà. Comment ça se passe avec votre fils? Votre fils, lui, qui a vu donc qui a donc été élevé dans ce climat de violence, ça fait de bruit, de casse, de fureur, d'engueulade. Mon fils est violent. Il est violent, quoi. Il est violent, et j'en suis pas maître parce que j'ai peur. Oui, tout d'un coup, j'ai peur. Vous avez peur de votre fils et de votre mari? Oui. Mais il est vrai que le père ignore le fils, donc le père ignore le fils, il s'en occupe pas depuis des années. Il ne lui parle pas, du tout. C'est un étranger. Et votre fils vous semble complètement dérangé, déstabilisé? Ben oui, c'est pas évident. Je pense qu'il serait tout seul avec moi. Je pense qu'il serait pas comme ça, quoi. On va demander à la déléguée nationale de la Fédération Solidarité Femmes de nous rejoindre. Viviane Monnier, s'il vous plaît. Viviane, sous les encouragements du 102. Donnez un peu de courage à nous tous. Bonsoir, bienvenue parmi nous. Après, asseyez-vous au milieu, là. Oui, je donnais des chiffres au début de cette émission en disant que les estimations des fédérations, la vôtre étant la plus importante, également d'autres associations qui existent pour essayer de défendre les femmes qui subissent des violences conjugales, ces violences qui sont sans doute les plus tues dans ce pays comme dans d'autres pays, évidemment. Vos chiffres à vous, en termes de réalité, j'annonçais 2 millions de femmes comme le Nouvel Obs derrière vous il y a quelque temps. Les chiffres exacts, on ne les connaît pas parce que c'est quelque chose qui n'est pas visible. L'Union européenne aujourd'hui parle d'une femme sur 5, les études qui ont été faites au Canada aussi, donc je crois que c'est quelque chose qui est très très important. Je veux dire qu'il y a beaucoup de femmes qu'on ignore, des femmes qu'on côtoie, qui cachent, qui disent rien,
et des hommes violents aussi qui apparaissent, comme elle le disait, comme des gentils, anges. charmants, des anges, oui. Est-ce qu'il existe des hommes battus? Bien sûr, il en existe, mais ce n'est pas un phénomène de société. Et ce n'est pas tout à fait le même processus. Je crois que la différence... Enfin, c'est vrai qu'il peut y avoir des exceptions, mais en ce qui concerne les victimes, les femmes, il y a la mort qui est au bout du couloir, quelquefois. Enfin, on la sent présente tout le temps. La peur de mourir. Parce que les hommes sont globalement plus forts physiquement que les femmes. C'est pour cette raison-là ou ça se passe dans la tête, vous pensez? Ça se passe surtout dans la tête aussi. Parce qu'on a vu des femmes très costauds et des hommes petits, frêles, battre et massacrer leurs femmes. Très costaudes. Oui. Mais les hommes sont élevés dans l'idée, vous pensez, qu'on doit être fort, y compris physiquement, quoi. Oui, mais il y a ça, mais il y a aussi la femme est la chose, enfin, est sa chose, sa propriété. On a le droit d'en faire ce qu'on veut. Il n'y a pas si longtemps que ça, la femme n'avait pas le droit de travailler sans autorisation du mari. Il y avait la notion de chef de famille, il y avait... la femme n'avait pas le droit d'ouvrir un compte. Donc je crois qu'il y a tout ça qui est dans l'imaginaire. Qui est dans l'inconscient collectif, comme on dit. Dans l'inconscient collectif et qui est très très présent. Et les textes ont évolué peu à peu. Hein. Je veux dire, je crois que les derniers textes, qui sont des textes qui punissent très fortement, je veux dire, la violence conjugale est maintenant une forme de violence, enfin est un facteur aggravant, comme on dit, quand elle est faite par un conjoint ou un concubin, oui. Depuis la mise en place du nouveau code pénal en mars 1994, les violences faites par conjoint ou concubin sont effectivement aggravantes. Un conjoint qui est violent peut risquer jusqu'à 3 ans ou 5 ans d'emprisonnement. À partir de 8 jours d'incapacité de travail ou... Sans incapacité de travail, à partir du moment où la qualité de l'auteur est un conjoint ou un concubin. Mais d'abord, c'est pas marqué sur la tête de l'auteur de violence, homme violent. Hein. Je veux dire que c'est des gens plutôt gentils, charmants, adorables. C'est pas la brute épaisse qui casse la gueule de tout le monde, c'est pas ça. Je veux dire que c'est quelqu'un qu'on ne repère pas. D'ailleurs, il n'est pas repéré par les collègues, il n'est pas repéré dans la vie sociale. C'est le président de l'association de quartier, c'est le chef d'entreprise qui est charmant, c'est tout ça. Je veux dire, c'est l'homme politique aussi. Je veux dire, c'est les gens, comme on disait, qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Je veux dire, qui sont Jacqueline, trop gentils. Quelle profession exerçait votre mari? Vous voulez pas le dire? Si, je veux bien le dire, mais moi je voulais même bien témoigner à visage découvert. Hein, mais bon, il était professeur d'université. La loi du silence, qu'elle soit du fait de la femme battue ou qu'elle soit du fait que l'entourage ne veuille pas le comprendre, pourquoi est-elle aussi répandue? Je crois qu'elle est répandue parce qu'on ne sait pas ce que c'est, qu'on n'imagine pas, qu'on se dit, quand on est une femme, moi je ne subirai pas ça, de toute façon, la première gifle, je pars. Et c'est pas comme ça que ça se passe, parce qu'il y a tout un tas de petites choses qui détruisent. Et puis si une gifle arrive, il y a la peur qui s'est installée. Et puis on croit que c'est un accident, on croit que les choses vont s'arranger. Enfin, elles l'ont toutes dit, hein, je crois que c'est ça. Et puis ça se passe derrière les murs, derrière les fenêtres de la maison. Personne ne le sait, il n'y a pas de preuves. Et c'est difficile parce que puis on a honte de le dire. On a honte, oui. C'est triste, mais c'est la femme battue qui a honte. Hélène? Alors c'est épouvantable. Vous en parliez à vos proches? Quelqu'un savait autour de vous? Quelqu'un ou Ma quelques-uns? belle-famille était au courant. C'est-à-dire la famille de votre ex? Voilà, je me faisais frapper chez eux. Et ils voyaient régulièrement mes bleus, mes morsures, et puis ils disaient rien. Ils n'ont jamais rien dit. Et votre famille à vous? Ah bah non, elle l'a su simplement au dernier moment. Ouais. Ouais. Et ma belle-famille cautionnait tout. J'étais un peu la brebis sacrifiée. Je pense qu'ils savaient effectivement, avant que je le rencontre, qu'il était pas très normal, on dira. Et ils se sont dit, bah, super, ça va peut-être être ça, ça va peut-être être notre bouée de sauvetage, notre nouvel équilibre. Pourquoi dans sa famille aussi il était violent? Enfin, je veux dire, avant de vous connaître, il frappait ses... Oui, il a eu des antécédents. Je pense que moi, je ne connais pas tout, mais déjà, il se mutilait. Il lui est arrivé de se mutiler. Il avait des traces de mutilation. D'automutilation aussi, voilà, c'est un type hyper violent en tous les sens, quoi. Ouais. Et pourquoi vous n'en parliez pas à votre famille, à vous, Hélène? Parce que, mais tout s'enchaîne en fait. Moi en plus, moi il m'a manipulée parce qu'il y a eu une histoire en plus qui s'est greffée là-dessus. Je crois qu'il me tenait par, justement, je parlais tout à l'heure de faiblesse. J'ai été violée à l'âge de 20 ans et j'en ai jamais parlé. Je l'ai rencontré à 23. C'était vraiment la première personne qui m'écoutait, qui était agréable, charmant, etc.
Donc je lui ai parlé de cette histoire de viol, il l'a écouté, il s'en est servi, il s'est dit « tiens, bah, je vais bien l'utiliser justement pour la manipuler ». Donc en fait, à partir de là, j'étais la malade. Comme j'avais été violée, j'avais certainement pas un comportement normal à l'égard d'autrui et notamment à l'égard des hommes. Donc c'était moi qui pourrissais les relations qu'on pouvait avoir dans le couple. Et après, comme il commençait un peu à déraper, parce que je pense qu'il n'était pas suffisamment intelligent pour mener sa perversion très bien, il a commencé à alerter ma famille. Et à partir de ce moment-là, il s'est dit bah, il va falloir que je les manipule à mon tour, à leur tour. Et là, il en a parlé à mes parents et leur dire bah, vous voyez, elle est malade, mais vous en faites pas, je vais m'occuper d'elle, mais il faut absolument qu'elle aille se faire soigner. Et effectivement, je suis allée voir des psychiatres, mais pour leur parler de mon viol qui datait à l'époque de pas mal d'années, et non pas des violences que je subissais au quotidien. Donc on était tous dans un état de faiblesse, mes parents étaient dans un état de faiblesse, aucune arme pour se battre face à ce viol dont ils n'avaient pas entendu parler, dont ils se culpabilisaient, et puis là il a manipulé tout le monde avec ça, jusque dans le vent de juge, hein, devant le tribunal correctionnel. Il a été condamné ? Oui, enfin, disons que la juge, il m'a lavé la tête pendant un mois et à partir de là, il m'a dit que s'il me frappait, c'est parce que j'avais été violée. Donc il souffrait, qu'il avait une souffrance incroyable. Et la juge a dit, bah, écoutez, oui, je connais effectivement des couples où la femme a été violée et où elle reporte son agressivité sur son conjoint. Monsieur, la justice saura vous pardonner 2000 francs d'amende avec sursis. Ouais, c'est ça la réalité, hein. C'est malheureux, mais c'est justement, enfin je crois que le problème aujourd'hui en France, mais il n'y a pas qu'en France, hein, c'est à travers le monde, c'est que la justice ne joue pas son rôle et à travers cette non-présence de la justice ou son non-rappel à la loi, on a le seuil de tolérance de la société face à ça. Je veux dire que... On ne veut pas entendre. On ne veut pas entendre, on ne veut pas voir.